Je vois des garçons comme Mamouka Gorgodze, des monstres hein, comme ça, à la gueule, je les ai fait plier alors qu'ils seraient venus en tête à tête, mais je me serais liquéfié quoi. C'est un peu exagéré à mon sens, c'est un peu exagéré les légendes, bon. Après, tout à chacun, c'est relativement subjectif, j'estime avoir fait ce que je pouvais faire. J'ai eu la chance de jouer dans les grandes équipes avec des coéquipiers monstrueux, d'avoir eu des entraîneurs qui m'ont façonné et avoir un peu travaillé, beaucoup rigolé, pris beaucoup de plaisir dans ce que je faisais. C'est peut-être ce qui m'a permis de me sublimer, mais le terme légende est un peu haut en termes de sémantique pour la carrière que j'ai faite. Je voulais pas aller au rugby parce que j'avais un papa qui jouait pilier au club de Givors, qui était capitaine de l'équipe. Spontanément, je serais allé vers des sports de vitesse, sports mécaniques, sports de glisse, plutôt des disciplines individuelles. Je pense que j'étais d'ailleurs pas fait pour ces disciplines individuelles. Et puis quand tu as un papa rugbyman, le dimanche, tu vas avec maman voir papa, tu te fais chier dans les tribunes, donc forcément tu vas derrière les perches, jouer avec les enfants des coéquipiers de papa, et puis tu découvres le ballon ovale. Quand tu grandis un peu, que tu as appris à compter, tu as la chance de faire le tableau d'affichage, un privilège rare, et c'est comme ça que je suis arrivé au rugby, et puis j'y suis venu par la force des choses, parce que je te dis, je viens d'un milieu modeste, du côté de Givors, il n'y avait pas une offre pléthorique en termes de sport. Et puis papa jouait, mon frère aîné jouait, donc forcément je m'y suis mis quoi. J'y vais parce que déjà je suis costaud, je suis un peu comme Obélix, je suis né comme ça. Donc voilà, par la force des choses, je sais que le rugby est adapté à ma morphologie. Et puis j'ai tous les enfants des coéquipiers de mon papa avec qui je joue le dimanche en regardant mon père qui s'inscrivent au rugby. Et naturellement, je vais au rugby. Et puis l'état d'esprit a fait que j'en suis jamais ressorti, même si j'ai touché d'autres sports. Mais si tu veux, la camaraderie, les valeurs ont fait que j'y suis resté. Puis j'ai trouvé aussi ma place. Et le rugby m'a aussi permis d'assumer un physique qui était un peu rondouillard, mais voilà, qui correspondait bien aussi au rugby. Et ça m'a permis de trouver ma place et sur le terrain et dans la vie aussi. Le caractère était déjà forgé, mais le rugby m'a enseigné certaines valeurs, le respect, un certain nombre de valeurs, la convivialité, la camaraderie, le partage, voilà, un certain nombre de valeurs qui sont importantes dans le rugby. Tu sais, quand on est gamin, on n'a pas trop de convictions, certes, on a un caractère. Mon caractère a toujours été assez trempé. Mais j'ai envie de dire que le sport, et le rugby particulièrement, l'a adouci par le cheminement que j'ai eu, parce que voilà, comme tout à chacun, on traverse des épreuves dans la vie, et dans le rugby aussi, et ça aide à forger le caractère quand on grandit. Il faut aussi remettre en perspective, hein, mon premier match en une, je le fais en 94, le rugby devient pro en 95, donc on ne pouvait pas réellement parler de métier. Effectivement, assez tôt, on m'a détecté des capacités. Mon père qui pratiquait ce sport m'a toujours dit écoute, voilà, je prends ton temps, t'es bien à Givors, qui est quand même réputé pour sa formation. Moi j'ai quitté Givors en junior première année, donc ça fait à l'âge de un peu plus de 16 ans. Après un cheminement voilà, de sport-études, d'un certain nombre de choses, j'ai intégré un centre de formation à Grenoble, mais j'y allais pour essayer de jouer au plus haut possible. Moi, tu sais, mon rêve, le rugby, il n'y en avait pas autant à la télé, c'était les matchs du tournoi comme beaucoup de rugbyman de ma génération. Une fois par an, le bouclier de Brennus, enfin la finale du championnat. Et mon rêve initial, c'était de décrocher le bouclier. L'équipe de France était pour moi inatteignable. Enfin, ça faisait pas partie de mes rêves. Et puis petit à petit, voilà, la progression faisant,
je me suis dit pourquoi s'arrêter là. En tout cas, dans tout ce que j'ai entrepris, que ce soit sur un terrain ou en dehors, quand je m'inscris dans quelque chose, c'est pour être le meilleur ou du moins donner le max de mon potentiel, même si on n'est pas le meilleur, parce que c'est une discipline collective, tout comme l'entreprise aujourd'hui, mais en tout cas de se donner les moyens d'être le meilleur possible. Donc c'était plus ça ma philosophie. J'arrive à Grenoble en tant que troisième ligne. On me fait monter pilier. Voilà, ça me collait. Oui et non, comme état d'esprit Grenoble, parce que c'était quand même un peu standardisé à l'époque. C'était l'époque des mammouths où c'était tous des armoires à glace et voilà. Donc naturellement, je suis arrivé au poste de pilier. Après, j'ai beaucoup aimé ce club, cette ville, cette région, au pied des montagnes. Vraiment, j'ai passé de superbes années. C'est toute quand on devient un peu adulte, voilà, qu'on est au centre de formation avec tous les copains. Voilà, ces années extraordinaires, en tout cas des souvenirs merveilleux. En plus, j'habitais au bord de l'Hédiguer, donc voilà, c'était mon quotidien. Et vraiment de très très belles années, de très beaux souvenirs de Grenoble. Après, sur la caractéristique du jeu, ouais, effectivement, moi, tu sais, c'est Jacques Fouroux qui m'a repéré, donc forcément, il a essayé de me façonner, c'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai eu cette chance-là, moi, de côtoyer enfin d'être coaché par de grands coachs et Jacques en fait partie. Il m'a appris ce qu'était le travail, ce qu'était le poste de pilier aussi et toute la rigueur et le travail qu'il fallait pour y arriver parce que c'était vraiment un bourreau de travail. Je fais un peu la gueule. Je fais un peu la gueule parce que j'ai parlé des dimanches après-midi où j'allais voir mon papa, je ne l'ai jamais vu balle en main. Bon, par chance, il nous faisait prolonger les troisièmes mi-temps parce que souvent on finissait à l'hôpital avec ma mère dans la R9 à attendre papa en train de se faire recoudre. Donc c'était pas très sexy pour un gamin, si tu veux, de se dire merde, je dois aller pilier, je vais finir pilier. Par chance, j'ai envie de dire, dans ces années où je savais que j'allais finir pilier, il y a eu l'émergence de certains piliers. Je pense à Louisou Armari, je pense à Cali, à Benezech, qui ont commencé à porter le ballon et qui se rapprochaient de ce que je recherchais, moi. Pas un pilier passif, entre guillemets, qui fait les mêlées, qui en prend plein la gueule. Et voilà, j'avais aussi envie de lumière. Et ces joueurs que je viens de citer ont mis le poste de pilier un peu en lumière. Je trouve qu'ils ont commencé à le moderniser. Donc grâce à eux, je me suis dit finalement, si tu veux continuer, il faut passer par le poste de pilier et à toi de continuer à le faire évoluer quelque part. Copain, c'est pas assez fort. C'est vraiment une bande d'amis. Voilà, on a eu cette chance de vivre cette aventure. Sur le coup, on a profité à fond et aujourd'hui, avec les années et puis le départ de certains de nos frères, on se rend compte la chance qu'on a eue de vivre cette aventure, que Max nous choisisse et voilà, ça a été extraordinaire. Voilà, c'était pour moi 13 ans fantastiques, dont une dizaine d'années, ça a été monstrueux et si tu veux, quand tu es dans l'instant T, tu ne te rends pas compte la chance que tu as. Tout ce qu'on a pu faire, que ce soit les titres, le Stade de France, les maillots roses, le calendrier, finir des saisons sans entraîneur. Voilà, et puis on pouvait tout se permettre, on marchait sur l'eau à Paris. Alors voilà, et Max a eu cette capacité de tous nous réunir autour d'un dénominateur commun qui était qu'on était tous de formidables compétiteurs. Avec plus ou moins de talent et grâce au travail, voilà, je pense notamment à notre regretté Domi quand fallait avoir du nez pour mettre un billet sur lui parce que si tu veux, moi quand je le revois arriver en 97 avec les cheveux peroxydés, une lancière intégrale ou je sais pas quoi et la chaîne en or, la chemise ouverte, tu vois, tu te dis mais où on est là, on va faire une équipe pro. Tu avais Marc Liavremont qui arrivait, tu avais la Room et
Tu vois, tu avais ce profil, et Combat était pareil, Franck Combat. Et tu te dis, mais ils se sont trompés là, les gamins, c'est à côté. Et puis finalement, Christophe est devenu certainement l'un des meilleurs joueurs de la planète de son époque. Et voilà, et c'est vrai que l'effet, l'émulation a fait qu'on s'est tous sublimés. Et voilà, on a réussi à faire au Stade Français quelque chose de grand et de beau, et dont on est tous fiers, et aujourd'hui on est tous en contact quotidiennement. Toutes les générations, on a des groupes WhatsApp et puis on essaye de se réunir. Alors là, on va sortir du Covid, on va se revoir, mais on est en contact permanent. En tout cas, c'est plus que des copains, c'est des amis et c'est vraiment une famille. Je crois que Max est vraiment brillant. Il a lancé Énergie. On ne va pas revenir sur sa carrière entrepreneuriale, mais je pense qu'il a cette sensibilité-là. C'est un véritable RH. Il s'est rendu compte. Finalement, on a tous un trait commun, c'est qu'on voulait exister grâce au rugby pour différentes raisons. J'ai connu les Raptou, les Moscat, Simon, qui étaient des aigris, quelque part, de Bègle-Bordeaux, des mal-aimés, qui étaient en quête comment dirais-je, de redorer leur image. La Room, que tout le monde annonçait finie. Marc Lièvremont, qui avait des genoux cagneux, tout le monde disait qu'il ne mettait plus un pied devant l'autre. Un garçon comme moi, qui était un jeune prometteur, et voilà, qui était amené à prendre la place. Et tous, on avait ce trait commun de vouloir avoir une revanche ou d'exister grâce au rugby. Et puis après, la vie parisienne, qui est quand même plus dure qu'en province, a fait qu'on s'est tous réunis. On arrivait tous d'horizons différents dans une ville énorme. Et voilà, on s'est tous resserrés. Max savait que le rugby rimait avec convivialité, donc il fallait aussi des moments de déconnade, et voilà, la mayonnaise a pris pour une aventure extraordinaire. Oh, il y avait des plus gros travailleurs que d'autres quand même, hein, mais ouais, on était des gros travailleurs, mais cette équipe, il ne pouvait rien lui arriver. Et moi, ce que j'aime dans le sport, voilà, c'est les émotions que le sport peut dégager, et c'est pas typique au rugby, c'est à tous les sports. Je veux dire, c'est ce fameux supplément d'âme, et ce supplément d'âme, c'est quelque chose d'irrationnel. Il n'y a pas autant il y a des livres sur la mêlée, sur tout, mais il y a pas de bouquin sur supplément d'âme. Et là, on va arriver dans des phases finales, dans des matchs décisifs, et c'est là que tu vois où souvent l'équipe qui a ce grain de folie, cet amour entre les garçons supplémentaires, fait qu'à la fin, souvent ils sortent victorieux. Et c'est ça la réussite du Stade Français, c'est d'avoir pris des mecs d'horizons différents, avec des profils totalement différents, et de les avoir fait jouer en équipe et avec ce supplément d'âme. Parce que, alors ça va être un peu prétentieux ce que je vais dire, mais il y a eu une époque, on pouvait prendre une caisse la veille, on était sûr de gagner le lendemain. Franchement, on était... voilà, on marchait sur l'eau. Sur l'instant, on s'en rend pas compte, mais avec le recul, voilà, on avait un groupe et un état d'esprit et une grinta, tu vois, ce qui est beaucoup utilisé en Argentine ou en Amérique du Sud. Voilà, on savait se mobiliser quand il fallait. Oui, tout ça, ça a entretenu une forme d'animosité. Ce que les gens n'ont pas compris, c'est que nous, on n'avait pas de public à l'époque au Stade Français. Et si tu veux, l'animosité, on s'en servait comme motivation. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a réussi à conquérir un public parisien nombreux. Mais l'animosité faisait partie de nos sources de motivation. Après, oui, on était... je ne sais pas si on était jalousé dans un temps. On était Paris, on était facilement critiquable. Un président qui sortait du showbiz, que des mecs branque-ballants, une équipe de mercenaires. Et je crois que petit à petit, ouais, il y a eu de la jalousie parce qu'on a gagné. Mais il y a eu aussi beaucoup de respect. Parce qu'aujourd'hui, avec le recul, on le voit, cette génération, on a marqué les amoureux de rugby, qu'on nous aime ou qu'on nous aime pas. En tout cas, on a laissé personne indifférent. Et je pense qu'il y avait une petite part de jalousie, mais c'était la facilité. Quand tu joues pour Paris,
Voilà, c'est comme aujourd'hui le PSG quand il va en province, bon, même s'ils écrasent tout le monde, bon voilà, ça reste Paris, mais on a fait une certaine fierté de défendre les couleurs de la capitale et d'être aussi atypique. Ouais, il y avait tout un storytelling autour aussi. Les médias avaient besoin pour faire monter le rugby, mais il y avait une vraie dualité entre guillemets sur le terrain, parce qu'on était les principaux pourvoyeurs pour le 15 de France, et c'est vrai qu'il y avait constamment de la concurrence à tous les postes, à tous les niveaux, plus cette animosité entre les deux villes et les deux présidents, Bouscatel et Guazzini, qui en jouaient pour faire monter la sauce. Ouais, c'était des matchs un peu à part. À l'époque, nous, on n'avait pas de derby à Paris parce que le Racing était encore en Pro D2, donc c'est vrai que c'était les matchs un peu phares de la saison, qui ont souvent tourné à notre avantage, mais on a aussi régulièrement pris des fessées à Toulouse, quoi. Ouais, je le reconnais. Non, mais ça vient aussi de mon parcours où je suis arrivé sur le tard au poste de pilier. Honnêtement, j'avais les dents qui rayaient le parquet. À un moment donné, je me suis dit, t'en sors de formation, Fouroux t'a repéré, faut que tu bosses, faut que tu y arrives maintenant. Tu as le potentiel pour y arriver, donc je m'étais mis en tête d'être en équipe de France. Et attention, sans prétention, que j'ai longtemps retenu une phrase de Bernard Laporte qui m'avait donné la photo de... Je me souviens plus quel pilier, je ne sais pas si c'était pas Karl Lehmann qui m'avait dit si tu veux être champion du monde, entraîne-toi tous les jours comme un champion du monde. Et ça, je m'en suis souvenu, et j'ai fait en sorte de me donner les moyens d'y arriver, même si Bernard Laporte, je l'ai connu plus tard, du fait que j'arrive tardivement au poste de pilier. J'ai voulu compenser par de la connerie, par un surplus d'agressivité. Alors au début, je n'étais pas toujours très loyal, hein. Je ne suis pas très fier de tout ce que j'ai fait sur un terrain de rugby. Et puis rapidement, je me suis rendu compte que j'avais un bon sens de la répartie. Et je l'ai perpétué parce que je me suis rendu compte que ça se déstabilisait bon nombre d'adversaires. Et puis sur la fin de ma carrière, j'en abusais un peu trop parce que j'avais plus rien sous le capot à part ma gueule. Donc voilà, ça pouvait me servir, mais aucun adversaire n'a compris. Je n'étais pas un agressif. Il m'arrivait de me battre 2 fois dans ma vie dans des balles de campagne. J'ai pris des branlées. Et je vois des garçons comme Mamouka Gorgodze, des monstres hein, comme ça, à la gueule, je les ai fait plier alors qu'ils seraient venus en tête à tête, mais je me serais liquéfié, quoi. Aujourd'hui, je peux le dire. À l'époque, je ne pouvais pas le dire, tu vois. Je faisais poker face, genre, j'étais la plus grosse crapule du monde, mais à l'époque, ça masquait un manque de confiance en soi, quoi. Après, ça n'a jamais été fait méchamment, si tu veux. J'ai jamais, tu vois, usé de choses méchantes. C'était sur le coup pour les faire dégoupiller. Je sais qu'il y en a qui ont pu m'en vouloir ou qui m'en veulent, mais il n'y a jamais eu de fond de méchanceté. Je ne suis pas un méchant au fond de moi. Et voilà, c'était juste les circonstances et une adaptation à une époque et à un style. Voilà. Bon, aujourd'hui, je ne jouerai plus un match, mais bon. Je suis passé peut-être à la bonne époque. L'Argentine à Nantes. Oui, je m'en souviens. Tout le monde se souvient de sa première sélection, je pense. Ouais, j'ai un concours de circonstances. Je crois que Cali est pété. C'est sous l'époque de Jean-Claude Scrella. Je m'en souviens pas comme si c'était hier, mais pas loin. Mais forcément, c'est une fierté énorme. C'est arrivé très tôt dans ma carrière. Là encore, Jean-Claude Scrella n'a pas eu peur de me lancer et voilà, pour moi c'était le Graal, mais je savais que c'était une marche de plus, mais que c'était pas une finalité. Même si plus tard, bon, j'ai payé un peu le contre-coup de sélection un peu prématuré, mais voilà, je me suis pas endormi là-dessus. Bon, c'est prétentieux de dire que j'ai été au top pendant 84 sélections. Bon, j'ai une assez bonne génétique. Je m'entraînais aussi beaucoup parce que tout le monde m'a pris pour un branleur, mais j'ai tout de suite identifié ce que j'avais besoin de travailler par rapport à d'autres
notamment mon endurance, un certain nombre de choses pour pouvoir répéter les courses. La mêlée, je ne l'ai jamais trop travaillé. Mais ouais, j'aurais pu en avoir plus sans mes blessures. Je me suis jamais arrêté au nombre de sélections. Je sais que c'est important pour les néophytes parce que ça catégorise quelque part une carrière, un palmarès. Mais je suis pas un homme de chiffres. C'est pas méchant ce que je dis, mais j'en ai rien à foutre. 84 sélections, c'est pas très grave. Je suis plus sur les émotions que j'ai vécues, sur les gens que j'ai rencontrés. Tout ce que ça m'a apporté, voilà, alors c'est peut-être important pour mes enfants, mes proches, mais 84, il y en a qui en ont beaucoup plus, il y en a qui en ont beaucoup moins et qui auraient mérité d'en avoir beaucoup plus. Voilà, je suis passé à une époque aussi où on glanait les sélections beaucoup plus facilement, donc voilà, certes c'est énorme, mais il faut aussi le remettre en perspective. Je ne me souviens pas des 84, mais je voulais toujours revenir pour ce moment-là qui est extraordinaire, de pouvoir représenter son pays, d'avoir les caméras braquées sur soi et de défendre sa nation dans une discipline. Attention, tout comme les titres. Au Stade Français aussi, ça a fait notre force, c'est qu'on n'a jamais été blasés. On les a tous très très bien fêtés. On a aussi fêté les défaites. Mais voilà, on savait faire la part des choses et rebondir et se remettre des objectifs rapidement. Je veux dire, c'est un Brennus. Une nouvelle fois, je ne veux pas paraître prétentieux parce que beaucoup de grands joueurs n'en ont pas gagné un. Mais voilà, une fois qu'il est gagné, c'est du passé. Voilà, c'est le match d'après qui est important. Et même quand on est champion, on le défend une saison, c'est aussi lourd à porter de défendre un titre de champion de France, surtout quand on était à Paris, d'aller à Perpignan, à Biarritz, à Clermont, voilà, où on était attendu de partout. Il y a aussi le poids de la chose qui fait que tu es obligé de vite te remettre en selle pour être compétitif et pas être ridicule. Je ne vis pas dans les regrets, donc c'est un accident qui m'est arrivé au ski. Je regarde le futur, moi je suis dans le présent et le futur. Ce qui s'est passé, ça me sert, ça me rend plus fort, ça me fait office d'expérience. Ouais, en 2007, entre guillemets, toutes les caméras étaient braquées sur moi parce que accident à la con au ski, si tu veux, dans des circonstances pas classiques pour un rugbyman. Et voilà, il n'y avait pas grand-chose à raconter en fait autour de cette Coupe du Monde et je suis devenu le fil rouge. Mais les médias m'ont fait office aussi de motivation, tu vois, ça m'a fait du bien aussi parce que je trouve qu'ils ont, comme durant toute ma carrière, les médias ont été bienveillants avec moi, je trouve, même si on les critique souvent parce qu'on n'aime pas être critiqué dans la presse. Mais ils ont été aussi importants et notamment à cette époque-là où c'était difficile pour moi parce qu'il y a une blessure. Mais ça me faisait office de motivation. En fait, j'ai su très tard que je ne pourrais pas jouer cette Coupe du Monde, fin juillet, je crois, où j'avais dit à Bernard Laporte, je fais venir mon chirurgien, je pars courir, on verra si ça tient ou pas. Et au premier virage, tout a repété. Donc voilà, mais on y a cru, pas jusqu'au bout, mais durant la moitié de la préparation de la Coupe du Monde. Et effectivement, les médias qui avaient monté ça... effectivement, voilà, j'ai eu les projecteurs sur moi, mais bon, moi j'y ai cru jusqu'au bout. Bernard y croyait, moi aussi, jusqu'au jour où, mais il n'y a pas de regret. Et puis après, il y a eu Chabal, et voilà. Non, mais on le sait, hein, on est comme les pots de yaourt, on a une DLC au cul, quoi. Alors, elle est plus ou moins longue. Moi j'ai eu une chance extraordinaire, c'est que j'ai choisi ma fin, j'ai choisi l'endroit, voilà, j'ai pas eu de blessure et clin d'œil du destin, une semaine je suis champion d'Europe avec le BO, la semaine d'après, ou la semaine d'avant, j'affronte le Stade Français dans un match sans importance où les dés sont pipés pour le classement, pour mon dernier match de ma carrière. Donc si tu veux, c'était écrit que j'arrête là. J'ai eu des propositions pour prolonger que j'ai refusé. Tout au long de ma carrière, ça a été quelque chose un fil rouge. Mon après-carrière, j'ai continué à me former.
Je suis toujours resté en éveil, j'ai pris les expériences professionnelles que je pouvais prendre avec les exigences du haut niveau, mais j'ai jamais eu de regrets. Je savais que ça allait s'arrêter et que ça allait être soudain, mais qu'il ne fallait pas rechercher les émotions que j'avais vécues à travers le rugby, mais que j'en cherche des nouvelles. Et effectivement, je n'ai pas eu de manque par rapport à ça. Les lumières se sont éteintes le 12 mai 2012. Voilà, et j'ai jamais ressenti de manque. J'ai balancé tous mes crampons suite à ce match. J'ai rarement retouché un ballon de rugby, jamais rechaussé les crampons et jamais ressenti le besoin. Alors effectivement, dans ma vie, quand on me dit ouais, est-ce que tu arrives à faire des parallèles? Non, j'y arrive pas. Les émotions sont tellement fortes dans le sport que voilà, la testostérone, tout ce qu'il y a avec un match de rugby, non, on ne le retrouve pas dans sa vie professionnelle, mais il y a des parallèles, hein, le travail en équipe, la convivialité, savoir fêter les bons moments comme les mauvais parfois. Voilà, on peut garder certaines choses du rugby, mais c'est vrai que toutes les émotions qu'on vit, elles sont, en tant que joueur, hein, elles sont tellement fortes que je crois même que ça aurait été une connerie d'aller vers l'entraînement pour continuer, parce que finalement, tu es là pour encadrer des mecs, quand le coup d'envoi attaque, tu ne sers plus à rien, tu es seul sur ton bar, tu te ronges les ongles, tu deviens blanc comme un cachet d'aspirine, comme la plupart des coachs, et je pense que tu n'as plus ces émotions aussi, parfois de joie, machin, mais c'est que des émotions partagées, tu n'es plus acteur, donc j'ai jamais recherché ça après ma carrière, et j'ai pas de manque, j'ai de merveilleux souvenirs par contre. Je ne sais pas d'où vient ma personnalité, certainement de mes parents, de mon éducation, de mon cheminement, hein, qui a été fait de haut, de bas. Voilà, mais ouais, j'ai toujours été tranquille, droit dans mes bottes, je regarde devant, et voilà, par contre le passé me sert vachement, mais je ne suis pas là, j'ai jamais de nostalgie en moi. Si une seule dernièrement, la nostalgie de Christophe Dominici, parce qu'un ami parti trop vite et voilà, où on ne saura jamais en fait, voilà, ça c'est dur, et voilà, c'est le seul regret peut-être de ma carrière, mais ou sinon tout le reste c'est que du bonheur. Que du bonheur à revivre, que du bonheur à faire partager, à rencontrer des gens qui ont partagé un bout de chemin avec nous, donc voilà.